Moteur, D'accord. c'est à toi. Jocelyne Sab, Elias Sambar, plan 1, prise 1. On m'a demandé un peu de commenter, mais de façon très très rapide et succincte, 3 films de Jocelyne Sab. L'un qui porte sur les femmes palestiniennes, le deuxième sur un village du sud Liban au moment où la résistance palestinienne était installée au sud du pays, et le troisième sur des jeux d'enfants qu'il avait intitulé « Les enfants jouent à la guerre ». Ces 3 films sont extrêmement intéressants et je pense qu'ils forment une unité, qu'il serait intéressant de les visionner ensemble. C'est des variations en fait sur un thème. 24 ans, diplômée en sciences économiques, elle en avait 16 le jour où elle a fui par le pont Allenby pour se réfugier dans un camp de la banlieue est de Beyrouth. Ce véhicule blindé est israélien. Il est piloté par des phalangistes. C'est une preuve de leur collaboration. Ces enfants libanais jouent à la guerre comme tous les enfants du monde. Ils miment les combats de rue comme d'autres miment dans la cour de récréation le western qu'ils ont vu la veille à la télévision. Mais ici, il n'y en a pas un seul qui n'ait perdu un père, une mère, un frère, une sœur. Une unité de temps, parce que c'est la même période, une unité de lieu, le Liban, et une unité de sujets qui sont un peu des illustrations de ce que fut la présence de la résistance palestinienne au Liban. Au-delà de cette classification, de ce regroupement, il faut voir que ces films sont un peu typiques, non seulement de la période, mais du médium auquel ils sont destinés. Et nous sommes face à 3 formes de reportages courts sur des sujets d'actualité, disons, entre guillemets. Ils ne le sont plus, mais ils l'ont été au moment où ils ont été filmés. Et ils disent de façon très très claire 3 états des choses, d'une même chose. Il y a tout d'abord, dans le film sur le Sud-Liban, un élément extrêmement intéressant. Ce film a été tourné avant l'invasion du pays en 1982. Après coup, maintenant qu'on le voit un peu de façon rétrospective, on voit qu'il annonce quelque part ce qui va arriver. Les habitants du village savent que les États arabes marchands d'illusions ne viendront pas à leur secours, que l'opinion mondiale est insensible à leur malheur. Ils sont persuadés qu'Israël veut amputer le Sud-Liban du reste du pays pour en faire une ceinture de sécurité, une zone tampon dominée par la droite chrétienne. Ils ne peuvent se résigner à fuir. Ils perdraient leur foyer et leurs moyens de subsister. Ils iraient rejoindre les 250 000 réfugiés qui vivent plus au nord dans la même détresse. Ce qui est très intéressant dans cette façon de faire, c'est que c'est un film dans lequel le commentaire est au niveau du général, hein, de l'analyse, mais les images et les interventions des habitants sont au niveau du particulier, du simple, puisqu'ils parlent de leur vie, en fait. Ils ne parlent pas d'une théorie de l'occupation du Sud-Liban par rapport à un État agresseur, Israël. Et c'est une forme de témoignage de l'atmosphère qui prévalait un peu en prélude à cette invasion de 82 qui, comme vous le savez, se terminera par un massacre terrifiant, plus de 5000 morts et disparus palestiniens dans les camps. L'autre qui touche un peu aux pratiques, aux activités des femmes dans la résistance, en fait de façon très très claire, dans la lutte armée. Là encore, c'est un témoignage qui, rétrospectivement, est extrêmement intéressant. Nous ne verrons plus jamais, en tout cas pour le moment, ce type d'image.
non seulement parce qu'il n'y a plus de lutte armée aux frontières, mais parce qu'il y a quelque chose de profondément changé dans la pratique des femmes et dans le statut des femmes. Je ne dis pas que les femmes sont moins engagées, loin de là. Mais il est certain que cette forme de l'accès des femmes au combat, c'est ce qu'on voit, hein, l'entraînement aux luttes armées, est fini. Depuis peu de temps, les femmes ont rejoint les Fedayines dans leur action militaire. Volontaires, dès l'âge de 15 ans, elles suivent annuellement un entraînement intensif de 2 à 3 mois. Je sais à quel point certains maintenant commentent de façon rétrospective sur le thème « Quelle horreur des gens qui portent des armes ». C'est des mémoires très courtes et très fausses, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la période dont nous parlons, le port des armes, c'était un peu l'apanage, les lettres de noblesse du militant combattant. Ce n'était pas du tout une chose, au contraire, ceux qui ne les portaient pas estimaient qu'ils en avaient moins et qu'ils auraient dû faire plus. Mais il y a une deuxième composante dans le film, qui est la soif du savoir. C'est-à-dire les femmes que vous voyez au combat, vous les voyez également parlant de leurs études. La femme palestinienne a un rôle important à jouer à l'université. Nous avons d'ailleurs plusieurs activités dans les domaines culturels, sociaux et politiques. C'est à l'université arabe de Beyrouth que se retrouve la majeure partie des étudiants palestiniens. Mais la plupart, pour gagner leur vie, doivent s'expatrier dans les pays du Golfe Persique. Et là, vous avez un élément extrêmement important de la société palestinienne. La soif de savoir est toujours là et toujours très très puissante. C'est un peuple qui est obsédé par les connaissances, pour la bonne raison que dans l'exil auquel il a été forcé, dans la tradition très très ancienne de la Terre Sainte, l'étude est un élément fondamental. Les réfugiés, les exclus, les occupés, dans ce pays qui n'a ni de pétrole, ni des mines d'or, c'est pas une puissance riche, mais qui a une autre richesse, qui a une pesanteur à elle unique au monde, la question d'avoir des connaissances est un peu le seul avoir, le vrai capital que vous pouvez avoir. Et cette tendance à l'étude, à la connaissance, au savoir, a été énormément accentuée avec le début de l'exil, parce que les exilés, c'est la seule chose qu'ils peuvent transporter avec eux, c'est leur connaissance. Et c'est ce qui leur a permis de sortir des camps de réfugiés, d'avoir des métiers, de se constituer en attendant de pouvoir retrouver leurs droits chez eux, en Palestine, de pouvoir se constituer une sorte de CV qui leur permet précisément de sortir de l'enfer des camps. C'est comme ça que des élites palestiniennes extrêmement importantes se sont retrouvées à travers le monde, mais qui, au départ, sont partis des camps de réfugiés. L'ONU fonde une agence qui s'appelle l'UNRWA, qui est en charge des réfugiés palestiniens. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'école des Nations Unies. Les Nations Unies nous offraient sans aucun doute la chance de nous instruire. Cette agence est requise de la part de l'ONU de dispenser l'éducation gratuite et totale à la totalité des enfants des camps. Ce qui fait qu'au moment où le malheur frappe les Palestiniens, c'est la société arabe qui est totalement scolarisée. Il n'y avait pas à l'époque une société où il y avait autant d'enfants scolarisés. Et ça a continué. Donc vous voyez, il y a tout cela dans ces films. Et puis il y a une chose très belle, puisque vous avez une espèce de juxtaposition de ces femmes libres dans les universités, avec une fierté d'avoir des connaissances, d'avoir des métiers, et des femmes combattantes. Ça rejoint beaucoup ce que dit Jean Genet sur les femmes palestiniennes, à savoir cette sorte de pesanteur extraordinaire. Elles sont fichées dans le sol.
Et il y a de très belles pages chez Genet sur ces pesanteurs des femmes palestiniennes qui l'opposent au côté très ludique des hommes palestiniens. Je parlais là du côté ludique chez les combattants et on passe naturellement vers ces enfants qui jouent à la guerre. C'est le film qui m'a le plus passionné personnellement, mais ce n'est pas une règle, hein, c'est subjectif. Il est trompeur, parce qu'un spectateur peut vous dire quelle horreur, la guerre, ces enfants ne savent plus jouer, ils ne jouent plus qu'à tuer. Pour de faux, mais quand même, ils jouent à tuer, et à tirer, et à bombarder. Je pense que les enfants se moquent là des spectateurs. Je pense que les enfants jouent, mais il faut revenir un peu au sens profond du mot jouer, du verbe jouer. Dans le verbe jouer, vous avez l'expression se jouer de. Et il se joue un peu du spectateur. D'ailleurs, il lui augmente la mise. Vous avez des scènes où ils en rajoutent et ils en rajoutent. Enfin bon, tu veux de la guerre, eh bien tu en as. Voilà, tiens. Je ne crois pas que Jocelyne ait envisagé de le filmer à partir de ce prisme. Mais ce prisme-là, pour moi, crève l'image. Donc nous sommes dans un petit film formidable, théâtral. Et extrêmement intéressant sur, non pas les enfants jouent à la guerre, les enfants présentent un spectacle sur la guerre. Et voilà comment ils l'interprètent. Donc on est là dans une situation d'enfant acteur. J'ai souvent pu constater sur le terrain à quel point les enfants sont infiniment plus distanciés qu'on ne croit. C'est une interprétation. Mais ce qui ne veut pas dire que la guerre ne les marque pas, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des problèmes psychologiques. Par exemple, il y en a d'énormes à Gaza chez les enfants après les bombardements. Sur les dessins, toujours la guerre. Donc voilà trois films extrêmement intéressants et je pense qu'il faut les articuler ensemble parce qu'ils sont tous les trois, chacun à sa façon, une forme de reflet d'une période et d'un monde, celui des Palestiniens.